D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Servet et actuellement je suis le président du fonds ISACH, côté employeur. Et donc, en tant que président du fonds ISACH et au nom de plusieurs fonds, de l'APEF et donc de différentes commissions paritaires, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et un excellent travail lors de cette journée. Votre présence nombreuse témoigne de votre intérêt pour ce thème du tutorat dans notre secteur non marchand, de la nécessité aussi de développer cet accompagnement dans notre société en profond et constant changement. Le tutorat en milieu de travail peut se définir comme l'organisation de l'accompagnement de personnes, comme stagiaires, nouveaux membres du personnel, dans une visée formative à partir de la situation concrète de travail afin d'acquérir des compétences en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Le tuteur est un professionnel expérimenté qui, à côté de son activité principale, est chargé de l'accompagnement des tutorés. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont organisé cette journée qui, j'en suis sûr, contribuera au mieux-être de chacune et de chacun dans son parcours professionnel. Bon travail. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Donc effectivement, je vais essayer d'enchaîner, rebondir, on va voir. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Florence Pirard. Je suis responsable de l'unité PERF. Alors PERF, c'est pas perfusion, professionnalisation en éducation, recherche et formation, et d'une toute nouvelle unité à l'Université de Liège, enfance au pluriel, parce qu'il n'y a pas qu'un enfant, c'est une question de diversité. Qui est pluridisciplinaire, qui rassemble des personnes de psychologie, neuropsycho, logopédie, sciences de la motricité, anthropo et bien sûr sciences d'éducation, et accessoirement aussi membre de l'unité Didactifène. Et depuis 2014, on travaille avec la PEF sur les questions de tutorat, mais je l'ai traité depuis bien longtemps avant, quand j'étais conseillère pédagogique à l'ONE. J'ai toujours eu des pieds sur le terrain et des pieds à l'université. Alors je rassure tout de suite toutes les personnes qui ne sont pas dans le secteur de l'enfance. Mon propos, je pense, est tout à fait parlant au-delà du secteur de l'enfance. Mais je tiens à dire que les travaux que je vais présenter ici, les réflexions que je vais mener ici, c'est des réflexions qui ont été ancrées dans un accompagnement de structures d'accueil de l'enfance de 0 à 12 ans, que les professionnels soient engagés dans un tutorat de formation avec l'enseignement plein exercice ou de promotion sociale. Alors, j'ai repris l'expression de Beroult, qui a fait des travaux, pas du tout dans l'enfance, mais sur le tutorat déjà il y a très longtemps, et qui faisait la distinction entre le tutorat spontané et le tutorat organisé. Et il y en a même un entre deux, qui est le tutorat institué. Ça, je crois que ça va parler un peu à tout le monde, parce que David nous a bien présenté avec son collègue les enjeux du tutorat, tous les bénéfices potentiels. Mais si vous vous regardez, vous, dans votre propre expérience, c'est pas comme une baguette magique, ça va pas de soi d'avoir tous ces bénéfices. Et on peut avoir, dans certains contextes, des tutorats spontanés, où la fonction de tuteur n'est pas très organisée, où les choses se font un peu spontanément. Peut-être que ça donne des bénéfices, mais il est quand même prouvé que quand le tutorat est organisé, ça donne beaucoup plus de bénéfices. Et donc, c'est quelque chose à repenser. C'est quoi ce tutorat organisé ? Et toutes les ressources que la PEF a mis sur son site et que François Wilmot vous présentera tout à l'heure, c'est vraiment essayer de vous outiller pour pouvoir justement mieux organiser dans vos contextes, quel que soit le tutorat. Avec, et je reprendrai la tension que David a relevée, qui est fort importante, entre, comment tu dis, le formalisé et le normé. Donc comment organiser sans standardiser ? Le tutorat dans un contexte ne sera pas organisé exactement de la même manière que dans un autre. Et donc, je pense que organiser, ce n'est pas nécessairement normé ni standardisé. Pour moi, ça, c'est un risque de dérive. Et les outils qui sont présentés, je pense, ont été pensés tous dans l'optique de ne pas faire des bonnes pratiques et appliquer les mêmes partout,
mais de faire des outils réflexifs support pour organiser au mieux les choses. Alors, réfléchissez dans votre contexte. Est-ce que vous, chez vous, quand vous réfléchissez à votre travail et à votre manière de l'organiser, est-ce que vous êtes plutôt dans un tutorat spontané ? Peut-être que dans l'histoire, ça a démarré comme ça et puis que ça a évolué. Je fais le pari que si vous êtes ici, vous n'êtes plus dans le spontané. Instituer, je le résumerai très souvent dans le fait que dans beaucoup de contextes, il y a une convention de stage qui fait qu'effectivement, il y a un tutorat qui est institué, mais qui risque d'être un tutorat sur papier, mais qui n'a pas amené à aller vers un tutorat qui est organisé. Et peut-être que quand on parle d'organiser, il y a des aspects du tutorat qui sont plus organisés que d'autres, et d'autres qui restent plus à l'état d'instituer, et donc c'est quelque chose de dynamique qui va pouvoir être discuté d'ailleurs dans les ateliers, dans ces différents aspects. Alors quand on voit les objectifs du tutorat, et c'est pour ça que je me suis engagée depuis 2014, je ne savais pas quand on s'est vu la première fois en 2014 qu'en 2019 je serais toujours là et que ça allait encore continuer, mais effectivement quand je dis ça, c'est que je pense que ça prend du temps. Ça ne s'organise pas, il ne faut pas croire qu'on se lance dans l'aventure et qu'en un an c'est fait. Je crois d'ailleurs qu'on n'a jamais fini, que ça s'ajuste, que ça s'organise, que ça se peaufine, qu'on réajuste, qu'on retravaille pour plusieurs objectifs. Je pense que chacun d'entre vous, vous pouvez reprendre à votre compte les objectifs que l'APEF s'est donnés, améliorer la collaboration entre les établissements scolaires et les milieux d'accueil autour de l'encadrement des stagiaires, sachant qu'il y a des réformes de part et d'autre. Alors vous dites milieu d'accueil, remplacez milieu d'accueil par le nom de vos institutions. Quelle que soit l'institution, les prescrits, les réformes, on connaît tous dans les secteurs. Ça évolue. Pareil pour les établissements d'enseignement, il y a toute une série de réformes et donc les objectifs qu'on va donner vont évoluer et si on veut collaborer, on doit ajuster. Améliorer l'apprentissage et l'insertion des stagiaires au sein du milieu professionnel et ouvrir des perspectives d'évolution des formations, formation d'adultes, plein exercice, en phase avec les attentes du milieu professionnel, en sachant qu'il va y avoir des tas de malentendus possibles. Donc moi, je vais plutôt attirer l'attention sur toute une série de risques de dérive pour que finalement on puisse les dépasser, parce que je pense qu'il y a des variables changeables, et qu'on puisse avoir tous les bénéfices dont David a parlé juste avant. Alors, on a des outils comme le cadre réglementaire, partout, il indique quelque chose sur c'est quoi le tuteur, c'est quoi le tutorat. Je vais reprendre l'exemple de l'enfance que je connais mieux, et juste une formation, parce que je ne vais pas passer 3 heures à ça, mais je veux dire que les guidelines, elles sont très larges, forcément, et elles ne disent pas encore grand-chose de qu'est-ce qui sous-tend derrière. Mais en tout cas, elle montre que la fonction de tuteur est quelque chose de reconnu. Quand j'ai travaillé 10 ans en province de Luxembourg et que je parlais du tutorat, j'avais invité M. De Backer, d'ailleurs à un moment donné, pour réfléchir avec lui et les milieux d'accueil autour de cette question-là. J'avais beaucoup de professionnels qui me disaient « mais nous on n'est pas tuteurs, nous on ne veut pas être tuteurs ». Et c'était comme quelque chose qui leur faisait peur, c'était comme un gros mot. Or, elle n'avait pas beaucoup de repères, d'où l'importance de dire « si, on n'a pas le choix ». C'est quand on posait la question, on a le choix d'accueillir des stagiaires ou pas. Mais si on fait une convention, il y a un tuteur, c'est prévu. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça, c'est à vous de le définir. Et heureusement, maintenant, on a des outils pour avoir des guidelines. Donc, si je reprends ici juste cet exemple dans le texte de loi pour les puériculteurs, puéricultrices, qu'est-ce qu'il dit ? L'encadrement des stagiaires est placé sous la responsabilité d'un enseignant maître de stage, qualifié en fonction des objectifs assignés à chacun des stages. Alors déjà, les objectifs assignés à chacun des stages, c'est déjà pas souvent clair, ni pour les uns, ni pour les autres, même parfois pour le stagiaire lui-même. Il n'est pas toujours très très au clair, c'est tout un travail pour clarifier ça. Il assure le suivi pédagogique individuel. C'est quoi le suivi pédagogique individuel ? En suivant l'évolution du stage de chacun des stagiaires et dans le cadre et le temps imparti, qui n'est pas indéfini. En collaboration avec le personnel de l'institution d'accueil. On a eu une journée vendredi passé. On voit que parfois, même la personne de l'enseignement ne va pas sur le terrain. Donc on a eu des lieux qui nous disaient « mais on n'a jamais vu la personne de l'école ». Donc pas évident. Il en conduit l'évaluation. Alors l'évaluation, on en reparlera dans les ateliers. On sait combien, rien que de dire ce mot-là, ce que ça suscite. Pourtant, je vous rappelle, l'évaluation, étymologiquement, j'aime bien de le rappeler à chaque fois, ex-valuere, tirer la valeur de. Je ne suis pas sûre que tout le monde a cette image dans la tête quand on utilise ce terme-là. Du côté des stagiaires, on parle aussi quelque chose des stagiaires, possibilité d'exécuter des tâches. Quelles tâches ? Déjà rien que ça. En rapport avec le niveau de compétence. Tous les tuteurs se posent la question.
c'est quoi le niveau de compétence, qu'est-ce qu'il est attendu, est-ce que ce que j'attends d'eux dans cette tâche-là est bien la tâche qui correspond bien à son niveau de compétence, et par rapport à l'école, est-ce que c'est bien ça? Rien que ça, c'est tout un défi. Ces tâches doivent être conformes aux activités décrites dans le profil de formation. Alors, il faut encore qu'ils connaissent bien le profil de formation, le stagiaire et tous les acteurs, et qu'ils en comprennent le sens. En aucun cas, il ne peut assumer seul la prise en charge d'un groupe d'enfants qui est sous la responsabilité à laquelle il ne s'initie que sous la tutelle des professionnels attachés à l'institution. C'est quoi la tutelle? Alors, quand on lit ça, j'ai eu, et ce que je vous expose ici, on en a discuté, j'ai organisé un symposium à Lausanne au mois de décembre avec des collègues de Suisse, du Québec, de France, de chez nous, et ils me disaient, mais tout ce que vous faites à l'APEF, en fait, nous, dans notre contexte, c'est clair et défini aussi dans chacun des établissements. Il y a des choses qui sont très organisées. Mais dans notre contexte, il y a des textes de loi, et si l'APEF n'était pas venu avec tous ces outils, les gens, ils sont dans le désert, à essayer de reconstruire chacun dans leur contexte des repères qui ne sont pas évidents à établir. Donc je crois que c'est vraiment, quand je vous dis ça, restez jusqu'à la fin pour écouter les outils et voir tout ce qui est mis à disposition. Et je crois qu'on a du travail pendant des années pour que ce soit vraiment organisé sans être standardisé et que ça colle aux réalités des uns et des autres. On a proposé, et vous aurez sur le site toute une série d'outils qui permettent de structurer dans différents temps. Quel que soit le contexte, quel que soit le métier, il y a toujours, et classiquement dans la littérature, quand on parle de tutorat organisé, il y a 4 temps qui ressortent de manière récurrente. Premier, préparer le stage. Alors, on s'est amusé à relire avec mes collègues toutes les traces depuis 2014 pour essayer de repartir, mais finalement, au-delà des outils auxquels, je ne vais pas vous représenter les outils, vous irez sur le site et certains d'entre vous les reconnaissent, mais quelles sont les préoccupations principales qui ressortent dans nos débats, nos échanges, nos focus, autour des différents temps? Alors, au niveau de la préparation des stages, qui clairement engage école et lieu de stage, mais en amont du stagiaire, tout ce que je vais dire ici, ce n'est pas simplement la préparation du stage de cet étudiant-là. Ça pose la question de comment on conçoit le dispositif d'encadrement du stage, avec la complexité que sur le terrain, ils ont parfois plusieurs écoles qui n'ont pas la même vision. Donc il faut en plus tenir compte de quelque chose qui va fonctionner en fonction des attentes d'écoles différentes, de métiers différents, de visions de stages différentes. Une préoccupation qui revient de manière récurrente, je ne vais pas les reprendre toutes, je prends juste quelques faits saillants. On a recoupé ça dans les préoccupations institutionnelles. Ça rejoint ce que j'ai dit juste avant. Les attentes respectives. Très souvent, on se rend compte, même si on est dans le même secteur, par exemple l'accueil de l'enfance, on ne connaît pas les prescrits d'un côté et de l'autre. Si je prends par exemple l'accueil de l'enfance, dans les écoles, elles ne connaissent pas nécessairement toujours bien toutes les références et les prescrits de l'ONE. Tout le monde connaît l'ONE, si vous avez des enfants qui donnent des orientations, des guidelines pour l'enfance. Et réciproquement, les professionnels de terrain ne connaissent pas nécessairement les profils, les référentiels, les profils métiers, les profils de formation des différents établissements qu'elle accueille. Elles ne connaissent pas les attentes des uns et des autres. Donc on a l'impression d'un langage où on ne part pas déjà des bases communes. Donc il y a tout un travail, si on veut préparer un stage, de mieux comprendre. Maintenant, on entend vraiment, et ça c'est un bénéfice de tous les travaux de l'APEF, le souhait de se rencontrer et de mieux se comprendre. Mais plus on se parle, plus on se rend compte de tout ce qu'il y a à accorder. Préoccupation organisationnelle, on y a fait allusion les intervenants juste avant moi, la question des horaires. Alors il y a les horaires des stagiaires, il y a les horaires du professeur d'école, il y a les horaires du tuteur. Rien que ça, vous avez déjà quelques réunions. Avec plein d'enjeux, on est dans des services, tous qui sont des services de l'interaction humaine. Vous n'êtes pas en train de coller des timbres-poste. Il y a des enfants, il y a des familles, il y a des personnes âgées, il y a des personnes en situation de handicap, il y a toute une série de personnes, des bénéficiaires qui sont la mission première du service. Quand vous accueillez des stagiaires, et que vous vous adaptez aussi aux horaires des stagiaires, à leur organisation horaire, bloc stage, bloc séparé, il peut y avoir vraiment une tension là qui fait que, alors que vous cherchez une continuité pour le bénéficiaire, vous risquez d'amener une discontinuité avec les stagiaires qui interviennent dans le lieu. Donc rien que déjà ça, c'est tous des enjeux pour pouvoir répondre et dépasser cette difficulté-là. Autre exemple, le tuteur. Qui va-t-on choisir ?
obligatoire ou pas, je pense que ça peut être interprété par je ne suis peut-être pas obligée de devenir tuteur parce que ma direction me laisse le choix. Et une des questions, c'est est-ce qu'on peut être tuteur à mi-temps ou à temps partiel? Il y a de plus en plus de temps partiel, c'est un travail quand même qui présente une certaine pénibilité, sachant que les stagiaires, ils vont peut-être venir aussi de façon très temps partiel. Et donc, comment va-t-on faire pour qu'ils puissent se rencontrer? La question du choix des horaires, est-ce que ça va être un horaire pour les stagiaires qui représente les réalités du métier? Comme on l'a dit, on développe des compétences en milieu de travail. Le BOTERF, je ne sais plus comment tu l'as repris de Baker, en acte et en situation, si on reprend le BOTERF, du coup, on aurait envie de dire il faut montrer les différentes facettes du métier et qui puissent venir à différents moments de la journée, par exemple, y compris le travail avec les parents à des horaires un peu décalés. Mais ça ne colle peut-être pas avec les horaires de l'école. Donc comment est-ce qu'on va se rencontrer? Et tutti quanti, rien que cette question d'horaire, elle prend énormément de temps pour penser un dispositif adéquat. Les préoccupations didactiques, les outils d'apprentissage, les outils d'évaluation. L'évaluation, souvent quand on pense évaluation, on pense quelque chose qui arrive à la fin. Mais non, c'est une fonction transversale, elle vient en amont déjà. Très souvent, on s'est rendu compte que les lieux de terrain ne connaissaient pas les outils qui sont utilisés à l'école. Parfois, chacun a ses propres outils. Et de plus, chaque école a parfois ses outils. C'est dans le métier d'aide familiale où ils ont construit une grille d'évaluation commune, quelle que soit l'école, à une large échelle. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a une vision. Derrière l'outil d'évaluation, on a une vision aussi de l'enseignement. Et ça permet plus de cohérence, c'est moins complexe que quand on doit s'adapter à chaque fois. Et donc, pour faire circuler les outils et les comprendre, ça demande une préparation. Donc, il y a énormément de travail à faire déjà en amont, avec une prévision de temps concertée. Ça ne va pas de soi que les tuteurs puissent avoir des temps en Fédération Wallonie-Bruxelles sans être présents auprès des bénéficiaires. Il se passe quelque chose dans le tutorat, aussi dans l'action. Mais il y a des temps de concertation organisés à prévoir pour clarifier les attentes, pour concevoir des outils d'apprentissage et d'évaluation, à tout le moins les comprendre et les faire circuler, avec vraiment une volonté de clarifier les attentes de part et d'autre. Temps 2, accueillir le ou la stagiaire. Alors j'ai chaque fois mis le ou la. C'est beaucoup plus lourd cette écriture épicène, mais on est dans beaucoup de métiers où il y a beaucoup de femmes, et je trouve que c'est vraiment important. Il y a énormément de travaux qui montrent l'importance de la place des hommes. Et donc, comme c'est un de mes interpellations, je trouve que c'est important de sensibiliser au fait de la manière dont on écrit pour que les personnes se sentent reconnues ou reconnues, pour reprendre l'expression de David. L'organisation de l'accueil, la première chose, préparer et organiser un premier accueil chaleureux. Tu l'as dit, c'est anecdotique, il faut qu'ils se sentent attendus. Eh bien oui, ça a l'air anecdotique. Énormément d'équipes, depuis 2014, ont travaillé rien que là-dessus. Comment faire un premier accueil? On sait, vous allez au guichet, la manière dont vous allez, les quelques premières minutes, il se passe quelque chose de magique. Vous vous sentez bien ou au contraire, ça ne passe pas. Si ce n'est pas préparé, si ce n'est pas anticipé, si le lieu d'accueil ne sait même pas à l'avance quelle personne il va avoir, à quel moment, et que ce n'est pas organisé, et s'il n'y a pas quelque chose de mis en place, ça risque de faire clash. Accueilli par les professionnels, mais il y a aussi les enfants. Si les enfants ne sont pas, ou le bénéficiaire, je parle des enfants dans mon cas, mais quel que soit, ne sait pas qui va arriver, il risque d'y avoir des réactions aussi de ce côté-là. Donc comment on va préparer tous ensemble, y compris avec les bénéficiaires, il ne faut pas les oublier, cet accueil est chaleureux. Et pour moi, il y a quelque chose de vraiment important à prendre conscience, c'est cet isomorphisme entre ce qu'on va mettre en place pour le stagiaire et ce que vous attendez dans vos métiers respectifs. On veut d'un professionnel qu'il accueille de manière chaleureuse le bénéficiaire, qu'il soigne ce premier accueil, que ce ne soit pas une immersion, même si c'est un accueil d'urgence. Comment va-t-on faire vivre à la personne en formation ou en insertion cette démarche pour que lui-même puisse le revivre? Tout un art. Identifier le tuteur, ça peut être un élément important qui ressort partout. Ça fait beaucoup de débats. Je vous ai dit, il y en a même qui ne voulaient pas entendre parler du tuteur. Mais la plupart des équipes qui ont travaillé ont relevé, et la littérature le confirme, et les travaux avec les autres pays le confirment, c'est vraiment important. Même si on a bien conscience que c'est une insertion dans un travail d'équipe, donc ce n'est pas une affaire duel, donc est-ce une relation tuteur-tutoré, je dirais oui, mais pas seulement. Il y a tout le temps un travail à faire entre ce tuteur qui fait pont et lien avec le travail d'équipe. Mais pour quelqu'un qui arrive, d'avoir un référent, ça aide.
d'avoir un repère quand il y a quelque chose, une question particulière, ça aide. Et ne pas être face à un collectif, une masse qui peut être assez dure. Les témoignages de la semaine passée ont encore été vraiment dans ce sens-là. Donc, toute une série de questions. Qui ? Avec qui ? Parce que ce n'est pas une affaire de AA. Pour faire quoi ? Comment ? Toute une démarche de nouveau l'isomorphisme. Quand vous êtes dans vos travaux, dans vos institutions, vis-à-vis des bénéficiaires, vous avez peut-être mis aussi un système de référence en place. Même dans les hôpitaux, quelqu'un qui est face à une grave maladie peut avoir un référent, et je tiens à vous dire que c'est très très utile dans des moments comme ça d'avoir un point de repère. Communiquer le projet d'accueil. On a parlé de transmettre là tout à l'heure. C'est quelque chose de... Le projet d'accueil, prenez plus largement le projet d'institution. Ça se pose particulièrement dans le premier accueil. Le stagiaire arrive, il arrive dans une institution qui a une histoire, et c'est bien compliqué, il ne va y venir qu'à un moment et une période courte. Comment l'aider à comprendre dans quoi il est ? Mais pas seulement le produit, il ne suffit pas de donner le projet, lis-le, voilà, tu comprends, et puis démarre. Comment lui faire comprendre l'histoire, le cheminement dans lequel vous êtes ? Donc ce n'est pas... c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la transmission, mais qui n'est pas qu'une question de lecture et qui suppose tout un accompagnement. Alors je vais donner un exemple qui permet de bien comprendre le fait que c'est organisé, c'est pas normé dans le sens standardisé. Je vous ai dit, plein d'équipes ont travaillé sur la bienvenue du stagiaire. Et beaucoup sont lancés dans la confection de petites affiches avec des photos faites de différentes manières, où le stagiaire est annoncé aux bénéficiaires sur la porte, et donc quand elle arrive, son affiche est là, tout le monde sait, elle est là. Si c'est pour faire des affiches partout, je ne suis pas sûre que ça va avoir beaucoup de sens. Et la semaine passée, on a fait une journée de témoignages où toutes les équipes qui avaient travaillé sur des projets avaient témoigné de leurs projets. J'ai repris cet exemple-ci qui me semble vraiment très clair et vraiment intéressant. Je vous lis. Avant d'utiliser cette affiche, nous prenions la stagiaire en photo le premier jour. Nous l'affichions sur la porte avec les dates de stage. C'est nous qui faisions tout. Actuellement, nous lui demandons de la faire. C'est une manière de prendre une place active dans sa présentation, dans son stage, et peut-être déjà dans son auto-évaluation, puisqu'il doit définir qui il est, trouver ses points forts. Il a le choix de la poser où il veut sur la porte d'entrée, soit à la hauteur des parents, soit à celle des enfants, soit encore plus haut. Par la suite, nous l'interpellons sur son choix. Pour quelle raison l'avoir placée à cet endroit ? On voit toute la réflexivité et tout l'accompagnement autour de cette affiche. Et cette équipe-là travaille avec l'école, qui elle-même retravaille ça avec le stagiaire d'un lieu à l'autre, qui permet au stagiaire chaque fois de faire le poids sur son évolution, sur son identité professionnelle en construction et sur l'évolution de ses compétences. Troisième temps, accompagner les stagiaires. La plupart des équipes ont passé énormément, ont focalisé beaucoup leurs projets sur les 2 premiers temps. Vu qu'on était dans des contextes où les choses sont peu organisées, on passe beaucoup de temps d'abord sur l'autre. Et la prochaine journée d'études portera justement là-dessus, donc on aura sûrement encore plein de nouvelles choses à dire après le 7 mai qui approche. Donc accompagnement de l'activité, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le terme que vous avez utilisé, hein, mot-clé par rapport à tutorat, c'est ce terme-là qui intermet de nouveau, qu'est-ce qu'on entend, hein ? C'est un mot valise qui veut dire tout et beaucoup de choses. Assurer une fonction tuteur, il ne suffit pas de la désigner. Le tuteur, il a tout un rôle tout du long. Donc il va avoir un rôle de premier accueil, ça je crois que ça devient de plus en plus clair. Mais accompagner, c'est vraiment une fonction complexe. Qu'est-ce que ça signifie ? Et on va le voir après à travers une petite anecdote, comme dirait David, mais mes étudiants savent que je dis toujours que le diable se cache dans le détail et que c'est souvent dans ces petites situations que ça se pose. Et en étant vraiment dans quelque chose où ce n'est pas la seule responsabilité du tuteur, c'est toujours le tuteur dans un travail d'équipe. Alors, accompagner dans l'action et l'interaction, mes collègues suisses ont étudié ce qui se passait entre le tuteur et le stagiaire dans l'action. Parce qu'ils disent toujours, on pense surtout à ce qui se passe entre le tuteur en dehors de l'action quand il fait des entretiens. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui se jouent là. Et quelque chose de très compliqué dans vos métiers, c'est que vous devez être en même temps avec le bénéficiaire et en même temps avec le stagiaire. Et qu'on n'a pas droit aux essais et erreurs. Il y a quand même des enjeux de personnes, souvent en situation de fragilité. Donc comment les choses se régulent dans l'action, et on voit que c'est une vraie compétence de pouvoir accompagner dans l'action. Mais pas seulement, on va soutenir aussi l'observation. Je crois que dans tous les métiers, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est pas faire des coches. Beaucoup de professionnels me demandent, t'as pas une grille ? Je dis non. Ce qu'il faut, c'est apprendre à regarder
ce qui se passe dans la complexité et de pouvoir l'analyser pour réguler son action. Et c'est pas évident. Et de faire des liens entre ce qu'on apprend à l'école, c'est pas quand on interroge les stagiaires, mais c'est mieux le terrain. À l'école, c'est de la théorie, et parfois on dit oui, mais t'as appris ça à l'école, mais chez nous, c'est pas comme ça. Comment faire les ponts, ça, à partir des observations, pour pouvoir ajuster au mieux l'action. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué de pouvoir entrer dans cette observation, qu'elle soit libre ou guidée, mais sans des grilles, parce que les professionnels nous disent eux-mêmes qu'eux-mêmes ont des difficultés, éprouvent des difficultés à observer. Et ils doivent accompagner d'autres à faire quelque chose qui est déjà difficile pour les personnes elles-mêmes, pour les tuteurs elles-mêmes. Prévoir des moments consacrés, c'est pas encore gagné parce que c'est pas prévu partout, et c'est pas l'idée d'en faire un à la fin de stage. C'est comment avoir des moments réguliers de régulation tout du long, beaucoup au début, quand on voit tout ce qu'il faut préparer, régulier tout du long, jusqu'à la fin. Donc c'est pas seulement une question d'outils, mais vraiment toujours une question de sens, pour donner du sens et rentrer dans une analyse vraiment partagée de l'activité. Je vais donner un petit exemple pour qu'on comprenne bien, et qui est un exemple qui montre bien le malentendu et les difficultés d'être dans cet accompagnement. C'est un travail qu'on a réalisé avec Vincent Alonso-Vilches. J'ai pris un exemple de l'enfance, mais que tout le monde va voir et comprendre. Je vous situe, donc c'est la petite Nora, dans une crèche, elle est dans le groupe des plus grands. Elle jette un jeu par terre pour en saisir un autre. À la demande du stagiaire, elle range le jouet jeté avant de s'avancer, son bavoir en main, pour qu'on le lui attache autour du cou, ce que fait le stagiaire par un double nœud. Vous imaginez la situation ? Oui ? Alors, vous avez dit autonomie. Autonomie, c'est dans tous les projets d'établissement. Je crois que même les vôtres. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, donc on a filmé la situation, et je partais de l'idée que, comme j'entendais la difficulté de mener des entretiens, que si on filmait ce qui se passait avec le stagiaire, qu'on le mettait comme support, les tuteurs auraient plus facile d'échanger à partir de ce qui s'est passé, pas être dans un discours sur ce qui se passe, mais vraiment bien ancré dans la pratique. Vous verrez que ça ne va pas de soi. Voilà un extrait du discours. Donc Vincent, après, a filmé l'entretien entre les deux, et puis après, a revu d'une part le stagiaire, d'autre part le tuteur, pour voir comment il a vécu l'entretien à propos de la situation. Par rapport à Nora, c'est quoi ton intention ? Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, même si c'est quoi ton intention, ça peut amener à une justification, c'est qu'elle donne la parole d'abord au tuteur. Ce n'est pas toujours le cas. La plupart, quand on présente une vidéo, c'est le tuteur qui dit « explique-moi ça » et qui désigne. Or, l'intérêt, c'est justement de partir, c'est quoi la préoccupation du stagiaire ? Il y a tout un travail d'analyse de l'activité à pouvoir développer. Le stagiaire répond « apprendre aux enfants la notion de ranger. Si tu veux plus jouer, si tu n'as plus envie, tu dois le ranger, tu peux le jeter, tu ne peux pas jeter. » Professionnel, encore une fois, c'est une question de sécurité, il aurait pu le jeter. Mais aussi une question d'autonomie. Tu lui dis d'aller elle-même le ranger et tu ne le fais pas, toi. Donc, elle soutient quelque chose de positif. Juste un conseil. Quand tu mets le bavoir, tu fais un nœud simple. Comme ça, eux, quand ils voudront le retirer, ils ne seront pas en train de... Parce que Nora, elle est plus grande, donc elle n'a pas été embêtée. Mais il y en a certains, ils pourraient s'énerver. Donc ici, tu fais un simple nœud, sinon ils ne savent pas le défaire. Alors quelqu'un qui n'est pas du métier, il dirait, purée, pourquoi discuter autant autour d'un nœud ? Et moi, je vous dirais que c'est justement là que ça devient intéressant. Le seul problème, c'est qu'ils ne se sont jamais compris. Parce que quand Vincent a reparlé avec la stagiaire, elle n'a rien compris du conseil. Pour elle, il fallait ranger les jeux, ça, ils se comprenaient. La seule chose, c'est que le tuteur, la tutrice a expliqué à Vincent que ce n'était pas qu'une question de sécurité, d'autonomie, mais aussi de respect du matériel, développement durable, ce qui était intéressant. Juste problème, elle l'a dit à Vincent, parce qu'elle était dans un entretien d'explicitation. Mais elle n'a pas dit au stagiaire, qui n'a pas pu bénéficier de cette notion-là. C'est l'implicite de l'expert qu'on connaît dans la littérature. L'histoire du nœud n'a rien compris, parce que pour le stagiaire, dans sa tête, quand on a explicité, c'était de dire faut faire la part, parce que l'enfant, il ne voit pas la différence entre le temps de jeu et le temps de repas. Je fais un double nœud, ça tient bien, il a bien compris qu'il passe au repas. Tandis que la tutrice qui connaît bien l'enfant, son niveau, etc., et qui a l'autonomie en tête, dit c'était un enfant qui aurait été tout à fait capable de l'enlever et de le retirer, et donc c'était important, toujours dans cette logique d'autonomie, de lui donner cette possibilité-là. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas compris. Et alors la difficulté pour la stagiaire, c'est qu'elle va aller dans un autre lieu où on va lui donner une autre injonction, peut-être sur le même truc des nœuds. Donc elle ne va rien comprendre. Donc qu'est-ce qu'on apprend ?
Et donc, peut-être que l'importance derrière ça, c'est pas de dire qu'il ne faut plus rien faire, mais c'est peut-être vraiment apprendre, si j'avais un point à développer au niveau des tuteurs, c'est l'analyse de l'activité, pas pour donner le conseil sur la façon de faire, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, mais de faire comprendre et d'ouvrir un questionnement au niveau des stagiaires sur différentes possibilités et voir comment on prend une décision sur la meilleure manière de faire dans cette situation-là, dans cette interaction-là. Bien sûr, elle n'aura jamais 2 fois la même situation. Temps 4, pour conclure, organisation de la fin de stage. Souvent, on pense en premier à l'aspect fin de stage, en tant que stagiaire en particulier, c'est le moment de l'évaluation, qui n'est pas toujours une partie de plaisir. Et beaucoup de stagiaires et beaucoup de tuteurs et d'équipes ont dit, mais c'est important qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, que ça fasse à 3. La difficulté, c'est d'organiser pour être bien en tripartite, stagiaire, école, lieu d'accueil, et que ça soit la suite logique, puisqu'il y aura eu tout un entretien tout du long, c'est un moment où on boucle un parcours. S'il y a eu des difficultés, on ne les découvre pas à la fin. Pour autant qu'on arrive à mettre les mots sur les difficultés tout du long, et qu'on ne les contourne pas pour les faire arriver juste à la fin. Donc vraiment, toute cette réflexion sur une démarche complexe, voulue juste et dans l'idéal tripartite. Mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, ce stagiaire, même s'il a été un temps là, qui est un temps temporaire et on le sait, il a été en contact, voire en relation avec des bénéficiaires. Si on soigne le début de l'histoire, c'est important de soigner la fin et de marquer tous ces rites de passage et de faire aussi sensibiliser ce stagiaire qu'en tant que futur professionnel, il aura non seulement à soigner le début de chacune des histoires, soigner l'accompagnement de l'histoire des bénéficiaires, mais marquer les fins. Et ce n'est pas évident pour tous les professionnels de marquer des fins. Et de réfléchir à la manière de marquer ces fins, qui est cohérente avec ce qu'on apprend à l'école, avec la cohérence de ce qu'il a mis en place. Donc il ne suffit pas, petite anecdote qui a été discutée en aparté la fois passée, d'amener des chics par exemple. Il y avait une grosse discussion là-dessus. Ils apprennent la pyramide de Maslow, l'équilibre alimentaire, etc. à l'école, et puis à la fin, on amène des chics. Alors, c'est sympa. De nouveau, c'est pas grave, ils vont pas... Mais ça vaut la peine de réfléchir avec eux, comme pour l'histoire de l'affiche. Tiens, qu'est-ce que tu auras envie d'amener? Et pourquoi ça? Et de nouveau, faire des choix conscients et réfléchis. Alors, petite image, relation, vous êtes entre un tuteur et un tutoré, la PEF va être content, vous avez majoritairement choisi cette relation. Effectivement, et on a eu des discussions au début, on me posait la question, une double flèche, une simple flèche? Je dis bien sûr une double. La seule chose qui manque, c'est l'équipe. Parce qu'il y a encore des lieux où c'est trop le tuteur exclusif, comme on a parfois trop la vision d'une référente exclusion. Ce n'est pas de l'exclusion, c'est un repère pour être inséré dans une équipe. Et puis 2 femmes, on aurait pu avoir un homme, par provocation. Alors je reprends souvent cette citation que Bernard de Backer reprenait déjà en 2004, qui enseigne aux gens s'instruit lui-même. Donc au vu du programme que j'ai donné, j'ai bien conscience que c'est un véritable défi de proposer un tutorat organisé, mais comme mes intervenants juste avant moi l'ont bien souligné, il y en a beaucoup de bénéfices et donc ça vaut la peine d'investir. Voilà. Voilà, bonjour à tout le monde. Voilà, donc je me présente, David Laloy, je suis responsable du CERSO, le Centre de ressources pour le social, qui est le centre de formation continue et de recherche de la catégorie sociale de la Haute École Louvain-en-Hainaut. Et donc le CERSO a eu l'occasion de participer à toute une série de projets donc soutenus par la PEF, et qui concernent donc le tutorat. Donc on a pu mener des recherches-actions sur la question du tutorat, et on a également participé à l'élaboration de boîtes à outils, d'ailleurs, qui sont disponibles ici. Et donc nous allons, avec mon collègue Thomas Lemaigre, qui se présentera plus amplement, mais qui a été notamment, à côté de ses multiples activités, qui est